Durant l'été 1982, sous le soleil d'Espagne, l'équipe d'Angleterre, menée par le sélectionneur Ron Greenwood, fit vibrer les supporters de ce pays souvent brumeux en retrouvant la Coupe du Monde après 12 ans d'absence. Ce fut un tournoi étrange, où les Three Lions écrivirent une histoire à la fois héroïque et amère. Invaincus en 5 matchs, n'encaissant qu'un seul but. Ils durent pourtant plier bagages et rentrer chez eux après la deuxième phase de groupe. Composée d'une génération de joueurs talentueux, alliant l'expérience et la fougue de la jeunesse, l'équipe d'Angleterre de cette année-là pratiquait un jeu défensif rigoureux ponctué d'éclairs de génie individuels. Ils quittèrent le tournoi invaincus, laissant derrière eux un héritage inachevé qui marqua toute une génération. Mais derrière ces moments glorieux et douloureux sur le terrain se cachent des personnes au destin singulier. Plus de 40 ans ont passé, et le temps, cruel, a laissé des marques indélébiles sur leur vie. Certains sont devenus des légendes immortelles, d'autres ont sombré dans des tragédies personnelles, et hélas, certains de ces héros ont interrompu leur parcours à jamais. Prenons le temps d'apaiser nos cœurs et de nous pencher sur les hauts et les bas de ces témoins de l'histoire. Paul Mariner, un symbole de force et d'endurance dans l'attaque des Three Lions en 1982. Au sein de l'équipe d'Angleterre à cette époque, Mariner n'était pas le nom le plus en vue, mais c'était un véritable guerrier, une âme de l'attaque. À 29 ans, avec une taille idéale et une capacité à couvrir tout le terrain, il incarnait l'attaquant anglais par excellence, puissant, intrépide face au contact et toujours présent au bon moment. Mariner a lui-même inscrit le premier but de la campagne de Coupe du Monde 1982 contre la France, insufflant un moral considérable à toute l'équipe. Sur la pelouse espagnole, il s'est révélé un chasseur infatigable, travaillant sans relâche pendant les 450 minutes de jeu. Loin des gloires de la Coupe du Monde. 1982, Paul Mariner a continué de se consacrer sans relâche à Arsenal, puis à Portsmouth. Mais le tournant le plus marquant de sa vie fut sa décision de traverser l'océan pour les États-Unis. Sur cette nouvelle terre, Mariner n'a pas seulement joué, mais est aussi devenu un véritable ambassadeur du football, se tournant vers l'entraînement. Après sa retraite, il a consacré la majeure partie de sa vie au développement du football au New England Revolution, avant de retourner en Angleterre pour entraîner le Plymouth Argyle. Sa vie était riche en voyages, empreinte d'un sourire chaleureux et d'une passion dévorante pour le football. On le voyait souvent commenter des matchs, toujours souriant et optimiste. Un homme qui semblait trouver de la joie dans chaque rencontre. Il existe une ressemblance frappante entre Mariner sur le terrain et Mariner en dehors. Sur le terrain, il est celui qui se précipite toujours en première ligne, encaissant les chocs pour créer des espaces pour ses coéquipiers. En dehors du terrain, il vit également une vie pleine de passion et de dévouement jusqu'à ses derniers jours. C'est un héros discret qui fait toujours passer le collectif avant son propre ego. Cependant, ce parcours exceptionnel a dû s'interrompre brutalement et tragiquement. Le 9 juillet 2021, Paul Mariner s'est éteint à l'âge de 68 ans après un court mais intense combat contre un cancer du cerveau. Sa disparition a laissé un immense vide, non seulement pour sa famille, mais aussi pour le monde du football, des deux côtés de l'Atlantique. L'héritage qu'il a laissé, ce n'est pas seulement son but contre la France cette année-là, mais aussi son sourire optimiste qui a inspiré des générations de jeunes joueurs. Mick Mills arrive à la Coupe du Monde. 1982 à 33 ans, un âge où la maturité et l'expérience étaient à leur apogée. Suite à la blessure du capitaine officiel Kevin Keegan, Mills endossa le brassard, devenant un pilier moral pour toute l'équipe. Arrière latéral infatigable. Il jouait sans fioriture, mais avec un calme et une discipline absolue. En 5 matchs, Mills mena la défense à 4 matchs sans encaisser de but. Une performance impressionnante qui fit de lui le rock le plus fiable devant les cages de Peter Shilton. Après ce tournoi, Mick Mills a continué à jouer au plus haut niveau pendant quelques années avant de se tourner vers l'entraînement. Il a dirigé Stoke City, Colchester United et Birmingham City. Cependant, contrairement à son illustre carrière de joueur à Ipswich Town, sa carrière d'entraîneur a été moins brillante. Il a opté pour une vie plus paisible après avoir quitté son poste, devenant recruteur puis analyste technique. La vie personnelle de Mills était aussi sereine que son style de jeu. Pas de scandale, pas de bruit. Il était l'incarnation même du père de famille exemplaire, dévoué à sa femme et à ses enfants et d'une fidélité sans faille au club d'Ipswich Town, où il était considéré comme une légende vivante.
Le calme de Mick Mills sur le terrain semble se refléter parfaitement dans sa vie. Il n'a pas besoin de briller sous les projecteurs. Au contraire, il choisit de contribuer discrètement et régulièrement. Dans un monde du football de plus en plus chaotique et commercialisé, Mills conserve l'essence même du gentleman anglais du football. Responsable, loyal et humble. Aujourd'hui, septuagénaire, Mick Mills mène une vie discrète et respectée, apparaissant régulièrement comme ambassadeur d'Ipswich Town et comme commentateur avisé sur une radio locale. Son parcours témoigne de la valeur de la persévérance et de la loyauté, et incarne à merveille les valeurs fondamentales du football. Lors de la Coupe du Monde 1982, Peter Shilton était une légende au sommet de son art. À 32 ans, il avait détrôné Ray Clemens pour devenir le gardien numéro 1. Shilton était bien plus qu'un simple gardien. C'était une forteresse imprenable. Grâce à ses réflexes exceptionnels et à sa maîtrise de la défense, il n'a encaissé qu'un seul but durant tout le tournoi. L'image de Shilton planant dans les cages était un véritable cauchemar pour les attaquants adverses, confirmant son statut de l'un des plus grands gardiens de l'histoire. La carrière de Shilton après 1982 fut incroyablement longue. Il demeura un gardien fiable pour l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 1986, où il fut victime de la « main de Dieu », et en 1990, il joua professionnellement jusqu'à l'âge de 47 ans, établissant un record du monde avec plus de 1-0 match officiel. Cependant, la vie de Shilton en dehors des terrains ne fut pas sans difficulté. Il admit publiquement avoir lutté pendant 45 ans contre une addiction au jeu, un démon, qui faillit détruire sa vie et sa famille. Mais avec le courage d'un gardien de but qui n'a jamais baissé les bras, Shilton parvint à vaincre son addiction et devint une source d'inspiration, aidant ceux qui traversaient des situations similaires. Le lien qui unit Shilton, sur et en dehors du terrain, est empreint d'une résilience incroyable. Sur le terrain, il était seul entre les poteaux pour protéger les cages. On the Hore, il luttait également seul contre lui-même pour préserver le bonheur de sa famille. La ténacité qui lui a permis de jouer jusqu'à près de 50 ans fut aussi la force qui lui a permis de surmonter les difficultés de ses vices et de retrouver la lumière. Aujourd'hui, septuagénaire, Peter Shilton reste actif dans les médias et la vie mondaine. Il vit en harmonie avec sa seconde épouse et met régulièrement en garde contre les dangers du jeu. Son héritage ne se résume pas à ses sauvetages spectaculaires, mais aussi à sa capacité à se relever après une chute. Ray Wilkins, affectueusement surnommé Butch, arriva à la Coupe du Monde 1982 à seulement 25 ans, mais possédait déjà l'allure d'un maître du milieu de terrain. Il était l'âme du jeu des Three Lions, dictant le rythme par des passes courtes et longues d'une précision millimétrée. Wilkins jouait la tête haute, avec une élégance décontractée, incarnant une rare beauté technique dans le style de jeu physique alors en vogue en Angleterre. Malgré son expulsion lors d'un match ultérieur de la Coupe du Monde 1986. Wilkins était en 1982 le symbole même du calme et de la classe. Après le tournoi, la carrière de Wilkins a connu un essor remarquable, notamment grâce à son passage dans des clubs prestigieux comme Manchester United, l'AC Milan, le PSG et les Rangers. Après avoir raccroché ses crampons, il est devenu l'un des entraîneurs et commentateurs les plus appréciés d'Angleterre. Wilkins est notamment connu pour son rôle d'entraîneur adjoint à Chelsea, où il est respecté par les joueurs comme un père et un oncle. Sa vie personnelle, bien que parfois marquée par des démêlés avec la justice et des problèmes de santé, est toujours empreinte de l'affection de ses collègues et de ses fans. Il apparaît toujours avec un sourire bienveillant, une voix chaleureuse et une analyse pertinente et humaine. Ray Wilkins était un paradoxe fascinant. Un guerrier redoutable sur le terrain, mais un homme d'une grande douceur en dehors. Son élégance sur le terrain reflétait son âme d'artiste et sa bienveillance envers tous ceux qui l'entouraient. Il était le lien, le ciment qui unissait les groupes qu'il côtoyait. Malheureusement, le destin a importé cet homme talentueux bien trop tôt. Le 4 avril 2018, Ray Wilkins s'est éteint à l'âge de 60 et 1 an des suites d'un infarctus soudain qui l'a plongé dans le coma. Sa disparition a profondément choqué et attristé le monde du football. Son héritage ne se résume pas à ses passes millimétrées, vraies feuilles mortes, mais aussi à une leçon de bienveillance et de compassion dans l'univers parfois impitoyable du football.
Trevor Francis arriva en Espagne en 1982, devenant ainsi le premier joueur anglais transféré pour la somme record d'1 million de livres sterling. À 28 ans, Francis portait le poids de toute une nation sur ses épaules, et il ne déçut pas. Doté d'une vitesse fulgurante et d'une technique individuelle exceptionnelle, Francis inscrivit 2 buts cruciaux en phase de groupe, dont une frappe délicate contre la Tchécoslovaquie. Il était un attaquant redoutable, capable de débloquer l'attaque anglaise lorsque celle-ci était en difficulté. Le parcours de Francis est fascinant. Il fut l'un des rares joueurs anglais à connaître un grand succès en Italie avec la Sampdoria, avant de revenir en Angleterre pour jouer aux Rangers, à QPR et à Sheffield Wednesday. Après sa retraite, Francis s'est tourné vers l'entraînement, menant Sheffield Wednesday et Birmingham City en finale de Coupe nationale. Francis est très discret sur sa vie privée. Il a subi une terrible perte lorsque sa femme bien-aimée, Helen, est décédée d'un cancer en 2017, un choc qui l'a incité à se faire plus discret ces dernières années. La pression liée à ce contrat d'1 million de livres a peut-être forgé un Francis à la fois courageux et réfléchi. Sur le terrain, il est aussi explosif que discret dans la vie. Il incarne la star qui sait garder les pieds sur terre et vivre humblement, malgré l'attention constante des médias. Mais voilà qu'une triste nouvelle frappe les supporters de football anglais. Le 24 juillet 2023, Trevor Francis s'éteint dans son appartement en Espagne des suites d'une crise cardiaque. À l'âge de 69 ans, sa disparition marque les adieux au jeune prodige de l'année, laissant un grand vide, celui d'un talent inné et d'une personnalité hors du commun. Brian Robson, l'âme combative de l'Angleterre lors de la Coupe du Monde, 1982. À seulement 25 ans, Robson évoluait déjà comme un futur leader et s'est illustré en inscrivant l'un des buts les plus rapides de l'histoire de la Coupe du Monde. Face à la France après seulement 27 secondes, milieu de terrain box-to-box par excellence, il attaquait et défendait sans relâche, taclait avec férocité et possédait une frappe fulgurante. Lors de ce tournoi, Robson était comparé au moteur infatigable des Three Lions, porteur d'une combativité hors du commun. Après la Coupe du Monde 1982, Brian Robson est devenu une légende de Manchester United, surnommé Captain Marvel. Sa carrière, brillante mais aussi marquée par de nombreuses blessures graves, a été un véritable triomphe. Il est considéré comme le plus grand capitaine de l'histoire des Red Devils avant l'ère Roy Keane. Après sa retraite, Robson a connu un certain succès à la tête de Middlesbrough et comme sélectionneur de l'équipe nationale thaïlandaise. Cependant, la plus grande épreuve de sa vie fut la maladie. En 2011, il doute subir une opération pour un cancer de la gorge. Avec le même courage qu'il avait sur le terrain, il a vaincu la maladie. Les similitudes entre Robson sur le terrain et en dehors sont indéniables. Ce Captain Marvel, qui n'a jamais reculé devant un adversaire, était aussi un homme qui n'a jamais succombé à la maladie ni aux épreuves de la vie. Il a vécu avec intégrité et force et a toujours été un soutien pour les autres. Aujourd'hui, 67 ans, Brian Robson est toujours un ambassadeur mondial de Manchester United. Bien que ses cheveux soient gris et que ses jambes ne soient plus aussi agiles, son regard brille toujours d'enthousiasme. Il parcourt le monde pour partager sa passion du football et le souvenir de ce but marqué en 27 secondes reste à jamais gravé dans les mémoires comme un exploit héroïque. Kenny Sansom, numéro 1 des latéraux gauche anglais en 1982, n'avait que 23 ans à l'époque, mais jouait avec une maturité étonnante. Rapide, technique et doté d'une excellente lecture du jeu, Sansom était un défenseur fiable sur son flanc gauche, contribuant à la quasi-absence de buts concédés par l'Angleterre. Il est considéré comme l'un des meilleurs latéraux gauche de l'histoire du football anglais, un talent inné. Cependant, la vie de Sansom après ses années de gloire fut marquée par la tristesse. Après ses meilleures années à Arsenal, sa carrière fut entachée par le fléau de l'alcoolisme et du jeu. De millionnaire sur les terrains de football, Sansom se retrouva parfois sans domicile fixe, dormant dans les parcs et perdant tout contact avec sa famille. Ses photos, où il apparaissait émacié dans les journaux, suscitaient autrefois la compassion des supporters. Ce fut un long combat. Il y eut des moments où il sembla s'effondrer complètement, puis tenta de se relever pour entrer en cure de désintoxication, avant de rechuter. Le contraste entre Sansom sur et en dehors du terrain était déchirant. S'il maîtrisait parfaitement le ballon et ses adversaires sur le terrain, il perdait le contrôle de sa propre vie face à la tentation. Un génie de la défense incapable de se défendre contre les ravages de l'alcool. Aujourd'hui, 65 ans, Kenny Sansom poursuit son combat quotidien pour trouver la paix intérieure.
depuis ses récentes expériences de mort imminente. Sa santé s'est nettement améliorée, même s'il se fait plus rare en public. Son histoire est un avertissement poignant, mais aussi un rappel que tant que nous sommes en vie, nous avons la possibilité de nous racheter et d'espérer. Kevin Keegan, l'étoile la plus brillante et le plus grand espoir de l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 1982. À 31 ans, le Ballon d'Or européen était censé mener les Three Lions à la victoire, mais une terrible blessure au dos l'a tenu éloigné des terrains pendant la quasi-totalité du tournoi. Keegan n'a joué que les 26 dernières minutes du match décisif contre l'Espagne, et sa tête qui a frôlé le poteau dans le temps additionnel est devenue le symbole de l'équipe d'Angleterre inachevée cette année-là. Seulement 26 courtes minutes, mais elles ont résumé la douleur et l'impuissance d'un génie. Après le tournoi, Keegan prit sa retraite de l'équipe première, mais connut un brillant retour en club avec Newcastle United. Une fois sa carrière de joueur terminée, il devint un entraîneur passionné, créant une équipe de Newcastle surnommée les Amuseurs, qui pratiqua le football offensif le plus séduisant de l'histoire de la Premier League. La vie de Keegan fut toujours intense. C'était un homme fidèle à lui-même, capable d'annoncer sa démission dans sa salle de bain ou de s'emporter à la télévision pour défendre ses élèves. Keegan incarnait la passion ardente. Que ce soit comme joueur ou entraîneur, il se donnait toujours à fond. La douleur de 1982 semblait avoir alimenté son dévouement fou au football. C'était un artiste romantique, perdu dans le monde pragmatique de ce sport. Aujourd'hui, à 73 ans, Kevin Keegan a choisi une vie plus retirée, loin du tumulte du football moderne. Il consacre son temps à l'écriture et participe occasionnellement à des entretiens plus intimes. Bien que n'étant plus sous les feux de la rampe, l'image du roi Kev et de sa chevelure bouclée reste, aux yeux des supporters, le symbole d'une époque romantique et passionnée du football. Phil Thompson, le cerveau de la défense des Trois Lions lors de la Coupe du Monde 1982. À 28 ans, il apporta en Espagne le calme et la maîtrise du jeu d'un défenseur central de Liverpool, l'équipe qui dominait l'Europe à cette époque. Thompson fut l'un des rares joueurs à disputer l'intégralité des 540 minutes de qualification et des 450 minutes de la phase finale sans commettre d'erreurs significatives. Avec son nez crochu caractéristique et son corps mince mais souple, il ne s'appuyait pas sur sa force physique pour dominer l'adversaire, mais sur une intelligence tactique aiguisée pour étouffer les attaques adverses dans l'œuf. Après avoir quitté les terrains auréolés du titre de l'un des joueurs les plus titrés de Liverpool, Phil Thompson s'est tourné vers le coaching et s'est illustré comme adjoint de Gérard Houllier, contribuant au triplé historique de Liverpool en 2001. Cependant, le public d'aujourd'hui le connaît surtout comme un consultant footballistique passionné sur Sky Sports depuis plus de 20 ans. Son rire communicatif et ses commentaires francs et directs sont devenus un véritable régal spirituel pour les supporters anglais chaque week-end. Phil Thompson fait preuve d'une remarquable constance. Sur le terrain, il dirige la défense par ses cris et ses consignes à ses coéquipiers, on the whore. Il continue d'utiliser sa voix pour analyser et inspirer le football. Il incarne à merveille ce type de joueur intelligent qui sait transformer son expérience du terrain en un savoir profond. Aujourd'hui, 70 ans, après avoir pris sa retraite de la télévision en 2020, Phil Thompson coule des jours paisibles. Il apparaît encore régulièrement à Anfield en tant qu'ambassadeur du club, une légende vivante toujours respectée et aimée des supporters du COP. Terry Butcher, symbole de la force juvénile de la défense des Trois Lions lors de la Coupe du Monde, 1982. À 23 ans, Butcher, titulaire lors des 4 matchs de la Coupe du Monde, 1982, bénéficiait de la confiance de l'entraîneur Ron Greenwood. Du haut de son mètre 90, il se dressait tel un roc, intrépide face au moindre contact. Bien qu'il ne fût pas encore le leader incontesté qu'il deviendrait plus tard, à Espagne 4-22, on voyait en lui un guerrier suicide, prêt à se sacrifier pour protéger les cages de son équipe. La fin de carrière de Butcher fut marquée par l'image iconique du sang lors du match de 1989 contre la Suède. La tête enveloppée d'un bandage blanc taché de sang, le maillot trempé de sang, mais toujours prêt à se jeter dans la mêlée. Cette image le hanta tout au long de sa carrière d'entraîneur mouvementé, de l'Angleterre à l'Écosse en passant par l'Australie. Le plus grand combat de Butcher, cependant, ne se déroula pas sur le terrain, mais fut la douleur de perdre son fils.
Son fils, Christopher, ancien soldat, décéda tragiquement des suites d'un syndrome de stress post-traumatique contracté sur le champ de bataille. Butcher dut puiser dans sa propre force de caractère pour guider sa famille à travers cette terrible épreuve. L'obstination de Butcher sur le terrain semblait le préparer aux dures épreuves qu'il allait affronter dans la vie. C'était un homme qu'on ne laissait jamais tomber. Même si sa blessure à la tête pouvait guérir, celle au cœur, elle, saignerait toujours. Aujourd'hui, 65 ans, Terry Butcher reste impliqué dans le football en tant qu'entraîneur des jeunes à l'Académie d'Ipswich Town. Il consacre son temps à partager son expérience sur la santé mentale et les difficultés rencontrées par les anciens combattants, transformant sa propre souffrance en une source de motivation pour aider la communauté. Il demeure un symbole de courage, sur le terrain comme dans la vie. Glenn Hoddle arrive à la Coupe du Monde 1982 à l'âge de 24 ans, salué comme l'un des plus rares talents naturels que le football anglais ait jamais connu. Doté d'une technique exceptionnelle et d'une vision tactique avant-gardiste, Hoddle était pressenti pour être le maître à jouer. Pourtant, paradoxalement, il ne participa qu'à 2 matchs lors de cette compétition, en raison de son style de jeu flamboyant, parfois considéré comme un luxe dans la philosophie pragmatique du football anglais de l'époque. Cependant, les quelques minutes qu'il passa sur le terrain exhalèrent de la beauté d'un artiste inachevé, un joueur qui jouait avec son intelligence, et pas seulement avec sa force physique. Après 1982, la carrière de Hoddle a connu son apogée à Tottenham puis à l'AS Monaco sous la direction d'Arsène Wenger. Il est devenu sélectionneur de l'Angleterre en 1996, prônant un football offensif et séduisant, mais a été limogé suite à des propos controversés sur la religion et la réincarnation. Sa vie a été marquée par des hauts et des bas. L'incident le plus terrifiant s'est produit le jour de son 61e anniversaire, en 2018. Hoddle a été victime d'un arrêt cardiaque soudain dans le studio de BT Sport. Il est resté cliniquement mort pendant plusieurs minutes et n'a survécu que grâce à l'intervention rapide d'un technicien du son qui connaissait les gestes de premier secours. Le point commun entre Hoddle sur et en dehors du terrain réside dans la fragilité de la beauté. Sur le terrain, son style de jeu est magnifique mais exigeant. On dehors, sa vie ne tenait qu'à un fil. C'est un artiste en quête perpétuelle de perfection, même s'il est parfois incompris du monde qui l'entoure. Aujourd'hui, 66 ans, après avoir frôlé la mort, Glenn Hoddle savor chaque instant de la vie. Il apparaît toujours à la télévision comme consultant, mais avec un esprit plus serein et apaisé. Son histoire est une leçon de renaissance miraculeuse et un rappel que, quels que soient nos talents, la santé et la vie sont ce que nous avons de plus précieux. Steve Coppell arrive à la Coupe du Monde 1982 à 26 ans, l'âge d'or d'un joueur, véritable tornade sur l'aile droite de Manchester United et des Three Lions. Il ne possédait pas la technique flamboyante des Sud-Américains, mais il conquit le cœur des supporters par sa vitesse, son endurance et la précision de ses centres. En Espagne cette année-là, il disputa 4 matchs pour un total de 360 minutes de jeu. Toujours fiable, il travaillait discrètement pour créer des espaces et permettre à ses coéquipiers de briller. Il incarnait la discipline, un travailleur acharné, un joueur précieux dont rêvait tout entraîneur. Cependant, le destin semble s'acharner sur les talents à l'apogée de leur carrière. 1 an seulement après le festival de football en Espagne, la carrière de Coppell fut brutalement interrompue par une terrible blessure au genou lors d'un match contre la Hongrie. Malgré toutes les tentatives de chirurgie et de rééducation, il fut contraint de mettre un terme à sa carrière avant même d'avoir 29 ans. Les ailes des 3 lions se brisèrent dans le ciel bleu. Pourtant, Coppell ne se laissa pas abattre par ce drame. Diplômé en économie de l'Université de Liverpool, une rareté chez les footballeurs, il se tourna rapidement vers le coaching. Il devint l'un des plus jeunes entraîneurs de l'histoire de la Premier League anglaise en prenant les rênes de Crystal Palace, puis réalisa un véritable miracle avec Reading. La carrière de Coppell, d'abord linéaire, connaît une rupture brutale, suivie d'une réflexion plus intellectuelle. Sur le terrain, il courait sans relâche. Sur le banc, il réfléchissait inlassablement. Son calme. Sa sérénité et sa profondeur intellectuelle contrastaient étrangement avec le tumulte du monde du football. Aujourd'hui, à 68 ans, Steve Coppell s'est retiré des projecteurs après avoir été directeur sportif et conseiller auprès d'équipes en Angleterre et en Inde.
Il mène une vie discrète, loin des médias, mais dans le cœur de ceux qui ont aimé Manchester United et l'Angleterre dans les années 1980. L'image de ce milieu de terrain blond aux courses fulgurantes reste un souvenir à la fois beau et triste d'un talent inachevé. Graham Rix, le héros méconnu du flanc gauche anglais lors de la Coupe du Monde, 1982. À 24 ans, il fut un joueur incontournable lors des 5 matchs, et c'est lui qui a délivré la passe décisive à Brian Robson pour le but historique inscrit à la 27e seconde contre la France. Évoluant à Arsenal, Rix possédait un excellent pied gauche, une technique raffinée et un sens inné de la création. Maillon essentiel, passeur discret mais efficace. Il a contribué au bon fonctionnement de l'appareil mis en place par l'entraîneur Ron Greenwood tout au long du tournoi. Pourtant, la vie de Graham Rix en dehors des terrains de football est un film au contraste saisissant. Après avoir quitté Arsenal et passé ses années de joueur en France et en Écosse, Rix s'est tourné vers le coaching. Mais en 1999, un incident choquant a éclaté. Il a eu des démêlés avec la justice pour une affaire de mœurs impliquant une mineure. Condamné à 12 mois de prison, cette épreuve a semblé ternir son honneur. Du sommet de la gloire, Rix a sombré dans le désespoir, sous le feu des critiques et l'ostracisme. Mais son histoire est aussi celle d'une lutte acharnée pour se reconstruire. Après avoir purgé sa peine, il a persévéré et a recommencé à zéro, enchaînant les petits clubs et affrontant l'opinion publique pour poursuivre sa carrière. Le contraste dans la vie de Rix est ironique. Sur le terrain, en 1982, il était celui qui créait des occasions pour ses coéquipiers. Mais dans la vie, il a gâché ses propres chances par ses erreurs. Il est la preuve que la frontière entre héros et vilain peut parfois être terriblement ténue. Aujourd'hui, 66 ans, Graham Rix est toujours actif dans le football, principalement au niveau amateur. Bien qu'il ne soit plus aussi présent dans les médias traditionnels qu'une légende, il est toujours là, toujours actif. Et il rachète ses erreurs passées grâce à un dévouement discret à sa seule passion. Tony Woodcock arrive en Espagne en 1982 à l'âge de 26 ans, auréolé du prestigieux titre de champion de C, un remporté avec Nottingham Forest. Lors de la Coupe du Monde de cette année-là, bien qu'il n'ait disputé que 2 matchs, dont un comme titulaire, Woodcock impressionne par son jeu moderne, agile, intelligent et polyvalent. Contrairement à l'attaquant anglais classique, Woodcock pouvait évoluer sur les ailes, se déplaçait avec souplesse et possédait un style de jeu typiquement européen, ce qui lui permettra par la suite de devenir l'un des joueurs anglais les plus performants à l'étranger. Le parcours de Woodcock est véritablement celui d'un grand aventurier. Après Nottingham Forest et Arsenal, il a connu des années brillantes en Allemagne, au FC Köln. Il s'est parfaitement intégré à la culture et au style de jeu rigoureux des Allemands, devenant une véritable idole. Après sa retraite de joueur, Woodcock a choisi de ne pas emprunter la voie semée d'embûches du coaching, mais s'est tourné vers le monde des affaires et des médias. Il a fondé une société de management sportif. J'ai participé à des projets de médias numériques et est devenu un homme d'affaires prospère. Sa vie est un modèle d'adaptation et de réussite durable, discrète mais d'une grande assurance. Il existe un lien étroit entre le rôle de Woodcock sur le terrain et sa vie en dehors. Intelligence et adaptabilité. Sur le terrain, il sait se créer des espaces pour marquer. Dans les affaires, il sait saisir les opportunités de croissance. Il refuse de se laisser enfermer dans les frontières de l'Angleterre ou dans le rôle d'un simple footballeur retraité. Aujourd'hui, à 68 ans, Tony Woodcock mène une vie épanouie. Il continue de faire la navette entre l'Angleterre et l'Allemagne, commente des matchs et dirige sa propre entreprise. Il représente une génération de footballeurs qui ont la clairvoyance de préparer un avenir prometteur, même après la fin de leur carrière.